Jean-Luc, pourquoi avez-vous décidé de faire la Golden Globe Race? J'ai fait la Golden Globe Race parce que pour moi c'est une course de légende. Moi j'ai suivi ça, j'avais 23 ans, je connaissais Loïc Fougeron qui était de Lorient, évidemment je connaissais Bernard Moitessier aussi, pas personnellement à l'époque mais j'en avais beaucoup entendu parler, j'avais lu ses livres et évidemment j'ai suivi ça, j'ai suivi leurs aventures. On n'avait pas beaucoup de positions à cette époque-là, mais ça n'empêche que quand Bernard Moitessier a décidé de continuer sur le Pacifique, il a fait la une de Paris Match, il a fait la une de plein de médias à l'époque. Évidemment, j'ai suivi ça. Et bon, j'étais un peu trop jeune à l'époque pour faire ça, mais quand Don McIntyre a décidé de refaire ça 50 ans plus tard, je me suis dit ce coup-ci, faut que j'y sois. Quelle a été votre inspiration pour la navigation et quand est-ce que ça a commencé? Mon inspiration pour la navigation, elle a démarré très jeune, parce que j'ai lu des livres qui m'ont complètement inspiré, qui m'ont donné l'envie de naviguer. Et les premiers bateaux sur lesquels j'ai navigué, j'étais très très jeune, et c'était des petits bateaux, des petites maquettes. Et c'est là-dessus que j'ai commencé. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que j'ai grandi, les bateaux ont grandi avec moi. Et j'aime bien les deux aspects de la navigation, et la partie croisière et la partie course. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes, mais j'aime bien ces deux choses, la course et la croisière. En quelques mots, comment décririez-vous les meilleurs et les pires aspects de votre personnalité? À mon avis, un des meilleurs aspects de ma personnalité, c'est que j'aime bien les gens, j'aime bien partager ce que je sais et ce que j'aime. C'est comme ça que je suis devenu prof de maths. C'était pour partager, pour enseigner. L'autre aspect, c'est que je suis assez déterminé. Quand j'ai décidé quelque chose, j'essaye de tout mettre en œuvre pour arriver au but que je me suis fixé. Et alors malheureusement pour faire ça, faut être un peu égoïste. Et ça veut dire qu'on élimine un certain nombre de choses. Ça veut dire aussi que c'est peut-être pas forcément toujours très facile au niveau de l'entourage. Mais si on veut arriver au but, faut accepter de faire ça. Et je suis comme ça. Voilà. C'est tout. Pouvez-vous nous dire quel est votre livre, votre chanson et votre film préféré? Alors mon livre préféré, c'est le livre de Jean Mérien, Les Navigateurs Solitaires. C'est le premier livre que j'ai lu au sujet des navigateurs solitaires. Et j'en ai encore le souvenir aujourd'hui, j'avais une douzaine d'années. La chanson, moi j'aime beaucoup toutes les chansons. J'adore les Pink Floyd. J'adore David Gilmour, j'adore plein de types de chansons différentes. J'aime bien le rock. Moi-même, je suis le chanteur d'un groupe qui s'appelle Globalement Vôtre. Je suis assez éclectique au niveau chansons. Cinéma, j'y vais pas très souvent. Alors, j'aurais du mal à fixer un film plutôt qu'un autre. J'ai beaucoup aimé Pierrot le Fou quand j'étais plus jeune, que j'ai vu plusieurs fois. Mais c'est plus difficile à sortir, un film que j'apprécierais davantage que d'autres. Quelle a été votre expérience de navigation la plus marquante de votre vie jusqu'à maintenant? L'expérience la plus marquante, ça a été mon dernier tour du monde. Faire le tour du monde à l'envers, contre les vents, contre les courants. J'étais obligé de m'y reprendre à 4 fois. J'ai réussi ça uniquement à la 4e fois. Les 3 autres, j'ai eu un certain nombre d'avatars qui me sont arrivés. Évidemment, quand on arrive à la 4e fois à battre ce record, c'est forcément pour moi la plus grande expérience. Même si, par exemple, l'arrivée du premier Vendée Globe, ça a été quand même quelque chose aussi de fantastique et que je n'oublierai jamais. Mais bon, ma prochaine expérience, ça sera le Golden Globe, on verra. Pourquoi pensez-vous pouvoir survivre à cette aventure épuisante? Et quelle sera la partie la plus difficile pour vous? La partie la plus difficile, pour moi,
c'est le type de bateau avec lequel on part. Moi j'ai déjà fait 5 tours du monde, mais les tours du monde que j'ai fait c'était avec des bateaux rapides qui surfaient. Celui-ci c'est un bateau ancien, assez lourd, qui ne va pas très vite. C'est des bateaux auxquels il faut se réhabituer. Moi j'ai navigué sur ce type de bateau il y a longtemps, mais j'ai oublié comment ça marchait. Et je suis obligé de réapprendre un petit peu, justement pour être dans les conditions où les concurrents de 1968 se trouvaient. Et c'est ça qui me rend le plus anxieux, c'est que je domine moins ce style de bateau que Let's Go par exemple, le bateau de mon premier tour du monde. Par contre, moi j'ai 3 objectifs. Le premier objectif c'est déjà d'arriver à prendre le départ, ce qui sera déjà pas mal vu mon grand âge. Le deuxième objectif c'est évidemment d'arriver, et je pense malheureusement qu'on n'arrivera pas tous. Et le troisième objectif, on verra si je suis sur le podium ou pas, mais il faut déjà résoudre et le premier et le deuxième objectif. Avez-vous déjà eu peur et quand? La peur, ça vient quand on n'arrive plus à dominer le sujet. Par exemple, un orage. Un orage, on ne sait pas du tout où est-ce que la foudre va tomber. On a peur que ça tombe sur le mât, on a peur que ça vienne éclater le bateau. Ça, c'est des trucs qu'on ne domine pas. Les icebergs, c'est pareil. Au premier Vendée Globe, moi je me suis retrouvé dans une zone où il y avait énormément d'icebergs. Alors on veille, jour et nuit. Mais après 48 heures, il faut bien s'endormir à un moment quelconque, et là on s'endort avec la trouille au ventre. Alors, c'est ça le problème, je crois, c'est que quand on n'arrive plus à dominer son sujet, moi j'aime bien dominer les sujets, et quand on n'arrive plus à dominer, des fois ça fait peur. Qu'attendez-vous avec impatience en participant à cette course? Moi j'essaye de... Ce qui me plaît c'est de revivre ce que ces gens-là, Moitessier et autres, ont vécu dans les années 68. Ils avaient des bateaux anciens, la mer elle n'a pas changé, le temps n'a pas changé, et revivre un peu ce qu'ils ont vécu, c'est ça qui m'intéresse dans la course, et c'est pour ça que j'y vais. Et alors évidemment il va falloir manager son bateau et arriver et ne pas casser, etc. Mais revivre ce qu'ils ont vécu, c'est ça qui m'intéresse. Je vais vivre ça très différemment d'un Vendée Globe ou d'un autre tour du monde, parce que c'est pas du tout les mêmes bateaux, c'est pas du tout les mêmes vitesses, c'est pas du tout les mêmes concurrents. Qu'est-ce qui vous manquera le plus pendant votre temps en mer? On va pas pouvoir beaucoup communiquer, donc ce qui va manquer c'est les contacts avec la famille, les enfants, les petits-enfants, ma femme, etc. Et puis des tas d'autres choses, la nourriture, pas fraîche, les conserves, etc. Mais bon, quand on décide de faire un truc comme ça, il faut accepter aussi les inconvénients, et j'aurai malgré tout des tas de joie et des tas de bonheur à revivre cette expérience, et je vais faire en sorte de prendre beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Pensez-vous que toute cette expérience vous changera de toute façon, ou que c'est peut-être déjà le cas? Je pense que ce genre d'expérience change forcément les gens. C'est-à-dire que c'est pas possible de faire un tour du monde seul, en solitaire, sur son bateau, et de revenir comme on est parti. Forcément on va changer. Moi je me rappelle, après le premier Vendée Globe, quand je suis revenu, j'étais beaucoup plus fataliste qu'au départ. On prend les choses comme elles arrivent, et on est tout seul sur son bateau, on a énormément de temps pour penser à sa vie, penser à des tas de choses, se projeter dans l'avenir, penser au passé, penser au présent, faire marcher son bateau. Bref, on pense tellement, la solitude nous fait tellement penser, c'est un espèce de recueil sur soi, et je trouve que forcément tous les gens qui reviendront de la Golden Globe Race
forcément, il faut s'attendre à ce qu'ils aient changé. Pourquoi avez-vous choisi ce voilier et quel voilier? Alors quand j'ai entendu parler de la course, j'ai évidemment regardé tous les bateaux qui avaient une quille longue, le safran derrière la quille et qui rentraient dans le règlement de course. Mais je voulais aussi prendre un bateau qui n'avait pas été fabriqué dans les années 60, mais plutôt plus récent. Moi, j'ai donc choisi un Rustler 36 parce que ça a été des bateaux qui ont été fabriqués très tard, ils sont toujours fabriqués d'ailleurs. Le mien est de 1990, donc il a 27 ans. Donc je pense que c'est peut-être pas un des plus rapides parce que il y a d'autres bateaux qui sont très bons. Il y a l'Elo, le Gaïa, qui sont des bateaux qui à mon avis vont aller très vite. Mais bon, j'ai choisi celui-là pour son âge, pour sa forme. J'espère que c'est un bon choix. C'est la course qui le dira. Puis j'ai pas été tout seul à le choisir puisque il y a plusieurs bateaux de ce type et on est la catégorie la plus nombreuse. Comment allez-vous modifier le bateau pour le rendre plus sûr ou plus rapide? Alors pour le rendre plus sûr, pour moi ça a été très important. Donc j'ai changé des tas de choses. J'ai changé le mât, j'ai changé les haubans, j'ai changé le moteur, j'ai changé le pilote, j'ai changé tout ce qui était un peu vieux et usé, j'ai contrôlé les cadènes, etc. Enfin bref. J'ai aussi rajouté des cloisons étanches, parce que pour moi les cloisons étanches c'est très très important d'avoir des compartiments séparés dans le bateau. Autrement, pour le rendre plus rapide, j'ai essayé justement de prendre des bonnes voiles, d'essayer de faire un maximum pour que tout soit performant sur le bateau. Maintenant, on verra bien, mais il faut aussi s'apprivoiser l'un l'autre, il faut aussi que je le connaisse bien, et je l'ai acheté il y a 2 ans, donc je commence à bien le connaître. Je pense que quand on arrivera, on sera très très amis tous les deux, le bateau et moi. Un sextant et un chronomètre ont souvent une histoire derrière eux. Avez-vous les vôtres déjà, et ont-ils une histoire particulière? Ben oui, j'ai déjà les miens, heureusement. J'ai déjà mon chronomètre et mon sextant. Mon sextant, eh ben oui, il a toute une histoire. Ce sextant-là, il m'a été offert par un Anglais, une famille anglaise, qui avait décidé d'aller en Australie. Alors ils se sont dit, comme on est anglais, on sait naviguer, on achète un bateau, on va en Australie avec le bateau. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas du tout navigateurs. Et donc ils se sont retrouvés dans le port de Lorient un peu esselés, parlant pas le français, cherchant à vendre le bateau, avec des problèmes de douane, etc., etc. Bref, je leur ai donné un gros coup de main, et pour me remercier, à la fin, le propriétaire de ce bateau m'a offert ce sextant avec lequel je vais partir. Mais j'en ai un deuxième. J'en ai un deuxième parce que le sextant, c'est un élément extrêmement important, c'est comme le chronomètre. Alors le chronomètre c'est autre chose, hein, ça m'a été offert par un ami nantais qui a un magasin de montres à Nantes et qui me permet de partir avec ce chronomètre Breitling qui est étanche et parfait pour faire ce genre d'aventure. Et je vais là encore partir avec 2 chronomètres. Quand a été la dernière fois que vous avez pleuré, et pouvez-vous partager ça avec nous? Il y a 2 trucs qui peuvent me faire pleurer, et qui me font pleurer d'ailleurs, c'est la musique et les films. Les films, quand ils sont émouvants, le dernier que j'ai vu ici au cinéma, sur Django Reinhardt, hein, pour pas le citer, il y a des passages qui sont très émouvants, et des fois j'ai du mal à me retenir, même si j'essaye de le cacher. Et puis la musique, parce que quand tu écoutes du piano avec Beethoven, ou même les Pink Floyd ou autres, il y a des trucs qui m'émeuvent, et voilà, c'est comme ça, c'est les trucs qui m'émeuvent le plus. Décrivez votre impression de l'océan austral en quelques mots, et comment
pensez-vous que vous vous sentirez après avoir passé le Cap Horn? Décrire l'océan austral, c'est impossible, il faut y aller quoi, pour savoir ce que c'est. C'est très très difficile à décrire, on est au milieu de nulle part, on est entouré d'oiseaux, il y a des vagues très longues, et puis c'est cette espèce de solitude, et puis dans cette course-là, il y aura tout le passé derrière nous. C'est très très difficile à décrire. Et par contre le Cap Horn c'est un vieil ami, moi je l'ai passé 10 fois. 6 fois dans un sens, 4 fois dans le mauvais, 6 fois dans le bon sens, 4 fois dans le mauvais, plus une fois en croisière, puisque le 1er janvier 2014, j'ai débarqué au Cap Horn en croisière, et j'ai passé quelques heures avec le gardien du phare, à visiter l'île, etc. J'en garde un souvenir évidemment fantastique, et là je le passerai pour la 12e fois, donc à chaque fois c'est différent. À chaque fois il y a des conditions différentes. On peut le passer avec peu de vent, on peut le passer avec beaucoup de vent. Il n'y a pas de règle. La seule chose qu'on peut dire, c'est que quand on le passe dans ce sens-là, c'est-à-dire quand on retourne vers l'Atlantique, quand on arrive au Cap Horn, c'est sympa. C'est sympa, mais c'est loin d'être fini parce que la remontée de l'Atlantique, elle est très très longue. Mais c'est très sympa. Qui sera à la ligne d'arrivée pour vous accueillir? À la ligne d'arrivée pour m'accueillir, j'espère que il y aura ma femme déjà, ma compagne qui sera là parce que on part quand même 8 mois. Et puis autrement il y aura plein d'amis. J'espère qu'il y a peut-être, si le travail le permet, il y aura mes enfants, mes petits-enfants, enfin bref. Mais il y aura surtout plein d'amis. Et je peux vous dire qu'on fera une fiesta digne de ce nom. Parce que mon but principal, c'est d'arriver. C'est vraiment mon objectif. C'est de revivre ce que les autres ont vécu avant nous. Et d'arriver au bout. Donc je vais tout faire pour. Mais je sais que c'est pas si facile que ça.